Le jour de mon mariage, ma belle-mère a déplacé mes parents à la table 9 tandis que sa famille prenait les premières places. Mon mari a dit, ce n'est qu'une table. Alors j'ai saisi le micro qui a fait taire toute la salle. L'hôtel Saint-Honoré, c'est une odeur de vieille richesse et de fleurs fraîches. Et quand on franchit ces portes tournantes dans sa robe de mariée, chaque personne dans le hall s'arrête et vous regarde comme si vous étiez exactement là où vous deviez être. C'est ce que je me souviens avoir pensé, j'étais exactement là où je devais être. Mon mari, Jean-Luc, et moi avions réservé le Saint-Honoré 14 mois à l'avance. La salle de bal peut accueillir 300 personnes, mais nous n'en avions besoin que de 112. Je me souviens de ce nombre précisément parce que j'avais compté les chaises moi-même lors de notre visite. Ma mère, Thérèse, m'avait aidée. Elle portait son bon cardigan bleu, celui qu'elle garde pour les grandes occasions, et elle comptait avec moi à voix basse, touchant le dossier de chaque chaise du bout des doigts en passant. Elle fait ses petits rituels sans savoir que personne ne les remarque. Je les remarquais. La famille de Jean-Luc avait déjà séjourné au Saint-Honoré 2 ans auparavant pour le dîner de répétition de son cousin. Sa mère, Madame Dubois, l'avait mentionné dans les 10 premières minutes de notre discussion sur le lieu. Elle le mentionnait comme les gens mentionnent des choses qu'ils veulent que vous sachiez déjà, l'air désinvolte mais en vous observant. J'avais souri et dit que c'était merveilleux. Le nom de sa mère n'est pas important. Ce qui est important, c'est que dès le début, elle a clairement fait comprendre que ce mariage était quelque chose qui arrivait à sa famille, pas quelque chose qui m'arrivait à moi. Mes parents, Thérèse et Henri, avaient fait 4 heures de route pour assister à toutes les réunions de planification possibles. Mon père avait pris congé de son travail. C'est un mécanicien. Il dirige son petit atelier. Il ne prend pas de congé facilement. Et il portait sa veste la plus propre et s'asseyait dans le bureau pastel de l'organisatrice de mariage, posant des questions intelligentes sur le calendrier du traiteur. Ma mère apportait un bloc-notes. Elle prenait des notes de sa belle écriture bouclée, demandant si le fleuriste pouvait faire quelque chose avec des roses jaunes parce que le jaune était la couleur préférée de ma grand-mère. Madame Dubois s'asseyait en face d'eux à ces réunions et regardait mes parents comme on regarde quelque chose qu'on prétend ne pas voir. Je me disais que j'imaginais des choses. Je n'imaginais rien. Mon mari, Jean-Luc, je veux que vous compreniez que je l'aimais sincèrement. Il était drôle et gentil en privé. Le genre de personne qui se souvenait de votre commande de café et vous envoyait des articles qu'il pensait que vous aimeriez. Mais il avait cette chose qu'il faisait quand sa mère était dans la pièce. Il rétrécissait. Pas physiquement, mais la version de lui qui existait en sa présence était une chose réduite, plus calme, plus prudente, toujours à observer son visage comme je regardais ma mère toucher les chaises. 6 semaines avant le mariage, sa mère m'a appelé directement. Elle a dit qu'elle avait réfléchi au plan de table et qu'elle pensait qu'il serait plus naturel que les tables de la famille soient devant, près de la table d'honneur, et que peut-être mes parents, aussi charmants fussent-ils, seraient plus à l'aise vers le milieu de la salle où ce serait moins accablant. J'ai dit que j'y penserais. J'en ai parlé à Jean-Luc ce soir-là. Il a dit que sa mère avait de bonnes intentions. Il a dit qu'elle voulait juste que tout soit parfait. Il a dit que peut-être elle avait raison sur l'agencement de la salle. J'ai dit d'accord. Je n'aurais pas dû dire d'accord. Le matin du mariage, j'étais dans la suite 422 avec mes 2 demoiselles d'honneur et ma mère, et tout sentait la laque et les gardénias. Et ma mère continuait de toucher l'arrière de mon voile de la même manière qu'elle touchait ses chaises, 2 doigts légers comme si elle vérifiait que quelque chose était réel. J'étais heureuse. C'est la partie difficile à expliquer plus tard. Dans cette pièce, en me préparant, j'étais sincèrement heureuse. Mon téléphone a vibré à 11h47. C'était ma demoiselle d'honneur, Amélie, qui était descendue tôt pour vérifier l'installation de la salle de bal. Le message disait « Appelle-moi quand tu es seule ». Je suis entrée dans la salle de bain et je l'ai appelée. Elle m'a dit que les plans de table avaient été changés, pas ajustés, pas déplacés, mais changés. Le plan entier que nous avions soumis à la coordinatrice du lieu 6 semaines auparavant, le plan avec mes parents à la table 1, directement adjacente à la table d'honneur, avait disparu. Mes parents avaient été déplacés à la table 9. La table 9 était près du couloir arrière, à côté de la station de service.
La table 1 avait maintenant Madame Dubois, Monsieur Dubois, la tante de Jean-Luc, son oncle, et 4 cousins que j'avais rencontrés exactement 2 fois. Je me tenais dans la salle de bain de la suite 422 dans ma robe de mariée, mon téléphone à la main, et je respirais. Puis j'ai appelé Jean-Luc. Il n'a pas répondu. Je l'ai rappelé. Il a décroché au 3e appel et j'entendais des voix en arrière-plan. Sa famille se préparait ailleurs dans l'hôtel et je lui ai dit calmement. J'étais très calme. J'étais fière de mon calme. Je lui ai dit que les places avaient été changées et que je voulais qu'elles soient rétablies avant la réception. Il y a eu une pause. Il a dit qu'il avait entendu dire que sa mère avait parlé directement à la coordinatrice. Il a dit qu'elle pensait que cela aiderait à l'agencement. J'ai dit que mes parents étaient censés être à la table 1. Il a dit que ce n'était qu'une table. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est qu'une table. Je me suis assise sur le bord de la baignoire dans ma robe et j'ai regardé le carrelage et j'ai pensé à mon père et à sa bonne veste posant des questions prudentes sur le calendrier du traiteur. J'ai pensé au rose jaune de ma mère et à son bloc-notes avec son écriture bouclée. J'ai pensé à eux faisant 4 heures de route pour chaque réunion. Et j'ai pensé à eux arrivant au Saint-Honoré ce soir dans leurs beaux vêtements, cherchant leur place, et se retrouvant à la table 9 près de la station de service. Je suis retournée auprès de mes demoiselles d'honneur. Je leur ai dit ce qui s'était passé. Amélie a dit que nous devrions appeler la coordinatrice et arranger ça tout de suite. Mon autre demoiselle d'honneur, Chloé, me connaissait depuis l'université. Elle savait quand je devenais silencieuse. Elle m'a juste regardée et a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit que je voulais me marier. Nous nous sommes mariés. La cérémonie a eu lieu dans la petite salle attenante au grand hall, celle avec les grandes fenêtres et la lumière de l'après-midi qui entrait sous un angle particulier qui donnait l'impression que tout était à l'intérieur d'un tableau. Mon père m'a conduite jusqu'à l'autel et sa mâchoire était serrée comme elle l'est quand il essaie de ne pas ressentir trop d'émotion. Et quand il a mis ma main dans celle de Jean-Luc, j'ai vu ses yeux s'illuminer pendant une seconde avant qu'il ne cligne des yeux pour le cacher. Jean-Luc a pleuré un peu pendant les vœux. Moi aussi. C'était réel. C'est la partie à laquelle je reviens toujours. La cérémonie était réelle. La réception était différente. Nous avons été annoncés dans la salle de bal à 18h15 et je tenais le bras de Jean-Luc et la pièce était bruyante et lumineuse et pleine de gens que nous aimions ou des gens que nous pensions aimer ou des gens que nous étions obligés d'aimer. Ce qui est une catégorie différente de l'une ou l'autre de ces deux-là. Et je balayais les tables automatiquement parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. La table 1 était pleine. Madame Dubois en son centre, tenant déjà une coupe de champagne dans une robe exactement de la même nuance d'ivoire que ma robe. Elle m'avait dit qu'elle porterait de l'argent. Je sais à quoi ressemble l'argent. Mes parents n'étaient pas à la table 1. Je les ai trouvés à la table 9. Ils se tenaient près de leur chaise, ne s'asseyant pas, comme on se tient quand on n'est pas sûr d'être au bon endroit. Mon père avait sa main sur le dos de ma mère. Ils souriaient tous les deux, le sourire prudent que les gens affichent quand ils essaient de mettre à l'aise ceux qui les entourent. Je me suis excusée auprès de Jean-Luc. Je me suis dirigée vers la table 9. Ma mère m'a vu arriver et son visage a exprimé quelque chose de compliqué. Soulagement et inquiétude en même temps, et elle a commencé à dire quelque chose comme « Oh, ma chérie, ça va. Ne t'inquiète pas pour nous. » Je l'ai serrée dans mes bras avant qu'elle ne puisse finir sa phrase. Je me suis tenue là, au milieu de la réception, serrant ma mère dans mes bras, et elle a mis ses bras autour de moi comme elle le faisait depuis que j'avais 4 ans. Et j'ai pris une décision. J'ai trouvé la coordinatrice du lieu. J'ai demandé le microphone qui avait été installé pour les toasts de la soirée. Elle a semblé incertaine. Je lui ai souri comme je souriais aux gens toute la journée. Elle m'a tendu le microphone. Je me suis dirigée vers le centre de la pièce. La pièce a mis un moment à se calmer. Les gens remarquaient que la mariée avait un microphone, se poussant les uns les autres, la musique s'estompant. Et quand ce fut assez calme, j'ai parlé. J'ai dit, merci beaucoup à tous d'être ici ce soir. Je voudrais dire quelques mots tant que j'ai l'attention de tous. J'ai dit, mes parents ont fait 4 heures de route pour être ici ce soir.
Ils étaient là pour chaque réunion, chaque décision, chaque détail. Mon père a pris des jours de congé. Ma mère a apporté un bloc-notes. J'ai dit, ils étaient censés être assis à la table 1. J'ai marqué une pause. J'ai laissé cela s'installer. J'ai dit, quelque part cet après-midi, les places ont été changées sans ma connaissance ni mon consentement. Mes parents ont été déplacés à la table 9. J'ai regardé Madame Dubois. Elle était devenue très immobile. J'ai dit, je veux être claire sur quelque chose. C'est mon mariage. Ce sont mes parents. Et la version de cette soirée où les personnes qui m'ont élevée passent la nuit près d'une station de service tandis que des gens que je connais à peine sont assis à la table d'honneur, cela n'arrivera pas. J'ai posé le microphone sur la table la plus proche. Je suis retournée à la table 9. J'ai ramassé les 2 marque-places, les noms de mes parents dans la calligraphie élégante du Saint-Honoré, et je les ai portés à la table d'honneur. Les gens à la table 1 étaient très silencieux. 2 des cousins que j'avais rencontrés exactement 2 fois ont regardé leurs assiettes. J'ai placé les marque-places de mes parents aux 2 sièges les plus proches de la table d'honneur. J'ai regardé Madame Dubois. J'ai dit assez doucement pour que seules les tables immédiatement voisines puissent entendre, si vous souhaitez trouver d'autres places, la coordinatrice peut vous aider. Puis je me suis assise. La pièce est restée silencieuse pendant environ 4 secondes. Puis l'un de mes amis de l'université a commencé à applaudir, puis quelques autres. Ce n'était pas une standing ovation. Ce n'était pas ce genre de moment. C'était plutôt le son de personnes qui relâchaient un souffle qu'elles retenaient. Ma mère pleurait. Mon père avait de nouveau la mâchoire serrée. Jean-Luc était au bar. Il était au bar au moment du microphone. Je ne sais pas s'il ne l'a pas vu ou s'il a choisi de ne pas le voir, mais il n'était pas là. Le reste de la soirée est une série d'images qui ne se connectent pas encore tout à fait en un récit. Madame Dubois a quitté la réception avant que le dîner ne soit servi. Elle a dit qu'elle avait mal à la tête. Son mari est parti avec elle. Les cousins sont restés et ont mangé, ce que j'ai trouvé sincèrement intéressant. Mon père a dansé avec moi sur la chanson que nous avions choisie 6 mois auparavant, celle qu'il avait répétée dans son atelier, et il tenait ma main de la même manière qu'il l'avait fait dans la salle de cérémonie. Et il n'a rien dit parce qu'il n'avait pas à le faire. Jean-Luc et moi ne nous sommes pas disputés cette nuit-là. Nous avons suivi le déroulement de la soirée, la première danse, le gâteau, et nous étions prudents l'un avec l'autre comme on est prudent avec quelque chose qui pourrait se briser. Dans la voiture après, il a dit que sa mère était bouleversée. J'ai dit que je savais. Il a dit que je l'avais embarrassée devant tout le monde. J'ai dit qu'elle avait mis mes parents à la table 9. Il a dit que c'était compliqué. Je l'ai regardé et j'ai pensé à ce mot compliqué et à la façon dont il est presque toujours utilisé pour dire « je sais que ce qui s'est passé était mal, mais je ne vais pas le dire ». J'ai dit que ce n'était pas compliqué. Elle a changé les places pour humilier mes parents et tu m'as dit que ce n'était qu'une table. Il est resté silencieux un moment. Il a dit que j'aurais dû gérer ça différemment. C'est la chose la plus proche d'une excuse que j'ai reçue cette nuit-là. Dans les mois qui ont suivi, les choses ont évolué dans la direction à laquelle on s'attend si l'on a déjà vu quelqu'un essayer de maintenir ensemble 2 choses incompatibles. Jean-Luc m'aimait. Je le croyais sincèrement. Mais il ne pouvait pas non plus, de manière durable, me choisir plutôt que sa mère quand elle faisait pression. Et elle faisait pression comme le temps fait pression, constamment dans toutes les directions, sans avertissement. Il y a eu des conversations. Il y a eu des promesses. Il y a eu des séances de thérapie de couple où il disait les bonnes choses et je voulais tellement croire les bonnes choses. Il y a eu l'après-midi où je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé sa mère dans ma cuisine, fouillant mes placards en m'expliquant que je rangeais les choses de manière inefficace. Il y a eu le dîner où elle a fait un commentaire sur mon travail. Je suis physiothérapeute. Je travaille avec les corps, la douleur et la récupération des gens. Ce n'est pas une petite chose. Et elle a fait un commentaire à ce sujet que je ne répéterai pas parce que si je le répète, je le ressentirai à nouveau. Et il a ri. Il a ri. Pas beaucoup, juste un souffle, presque involontaire, mais il a ri. Je me suis excusée pour aller aux toilettes et je me suis assise sur le bord de la baignoire.
J'ai beaucoup réfléchi sur les sols de salle de bain, il s'avère. Et j'ai pensé à un mot que ma mère utilise. Elle dit assez, comme d'autres disent stop. Elle le dit doucement, juste une fois. Elle l'a dit à mon père une fois lors d'une dispute que je n'étais pas censée entendre quand j'avais 9 ans, et je n'avais jamais entendu un mot atterrir avec une telle finalité auparavant. J'ai pensé, assez. Je n'ai pas fait de scène. Je suis retournée à la table du dîner et j'ai été agréable pour le reste de la soirée. Mais j'avais décidé. Je ne vous dirai pas que le processus a été rapide ou propre ou sans chagrin parce qu'il n'a été aucune de ces choses. J'aimais Jean-Luc. Je pensais que nous avions un avenir qui ressemblait à quelque chose de précis. Et apprendre que l'avenir que vous imaginiez n'est pas l'avenir qui existe est une forme de perte en soi, séparée de tout le reste. Mais je veux vous dire ce à quoi je revenais toujours. Je revenais toujours à mes parents à la table 9. Non pas parce que c'était la pire chose qui soit arrivée. Ce ne l'était pas, à la fin, mais parce que c'était la première fois que je voyais clairement ce que je choisissais réellement. Je n'épousais pas seulement une personne. Je choisissais quelle voie compterait dans ma propre vie. Et quand le choix était entre ma mère avec son bloc-notes et son écriture bouclée soignée et ses roses jaunes, et une femme qui la mettait dans un coin et appelait ça de l'hospitalité, il n'y avait qu'une seule réponse. J'ai un appartement maintenant. Il a des fenêtres orientées à l'est, et je peux voir le soleil se lever si je me lève assez tôt, ce que je ne fais pas toujours, mais j'aime savoir que c'est possible. Ma mère appelle le dimanche. Parfois, nous parlons pendant 1 heure, parfois 20 minutes, et elle termine toujours l'appel de la même manière. Je t'aime. Je suis fière de toi. Et je pensais que c'était juste les choses que les mères disent, le script automatique. Je ne pense plus cela. Mon père est venu m'aider à déménager. Il a porté des cartons sans commentaire. Il a monté ma bibliothèque en utilisant ses propres outils qu'il avait apportés de l'atelier. Et quand il a eu fini, il a passé sa main sur l'étagère du haut puis l'a tapoté 2 fois. La façon dont il tapote les choses quand il les trouve solides. Il a dit, bien. C'était tout. Je pense parfois au Saint-Honoré. La lumière de l'après-midi à travers ses fenêtres. La mâchoire serrée de mon père pour ne pas pleurer. Les bras de ma mère autour de moi à la table 9. J'ai pris un microphone une fois et j'ai dit la vérité devant une centaine de personnes et cela m'a coûté mon mariage. Je le referai. Je le referai sans hésitation, à chaque fois. Parce qu'au moment où j'ai posé ce microphone et que je suis retournée vers mes parents pour placer leur nom à la table où ils appartenaient, c'est le moment où je me suis sentie le plus mariée. Pas à une personne, à moi-même. Et cela, il s'avère, est la seule chose que personne ne peut réorganiser. Les gens me demandent parfois si je le regrette. Le moment du microphone, l'annonce, tout cela. Je dois toujours faire une pause avant de répondre. Non pas parce que je suis incertaine, mais parce que la réponse honnête est plus compliquée que oui ou non. Et j'ai appris à me méfier des gens qui veulent des réponses simples à des choses compliquées. Voici ce que je sais. Rien de ce qui s'est passé au Saint-Honoré n'était accidentel. Madame Dubois n'a pas changé ce plan de table sur un coup de tête. Les gens qui déplacent d'autres personnes à la table 9 pratiquent ce geste depuis longtemps de manière plus subtile dans des pièces où personne ne regarde. La façon dont elle regardait à travers mes parents lors de ces réunions de planification, la mention désinvolte qu'il serait peut-être plus à l'aise vers le milieu de la pièce. La robe ivoire alors qu'elle avait dit argent. Rien de tout cela n'était accidentel. C'était accumulé. Et ce qu'il y a avec les comportements accumulés, c'est qu'ils finissent toujours par atteindre un point où ils doivent être nommés. Je l'ai nommé. Et voici ce que j'ai compris à ce sujet. Nommer une chose ne crée pas une conséquence. Cela révèle une conséquence qui était déjà là. Madame Dubois n'a pas perdu la face dans cette salle de bal parce que j'ai pris un microphone. Elle a perdu la face à cause de tous les choix qu'elle avait faits jusqu'à ce moment. J'ai juste rendu cela visible. C'est ce que fait l'honnêteté. Elle ne fabrique pas la réalité. Elle la met en lumière. Le choix de Jean-Luc était le même. Il n'a pas perdu un mariage parce que j'ai cessé de tolérer des choses. Il avait choisi de ne pas se tenir à mes côtés dans les salles de réunion,
aux tables de planification, au téléphone quand je l'ai appelé 3 fois, bien avant que je ne fasse aucune annonce. Ce que j'ai fait, c'est simplement cesser d'absorber le coup de ses choix sans le nommer. Au moment où j'ai arrêté, le poids s'est redistribué, et il n'était pas prêt à porter sa part. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la physique. Ce qu'il y a avec l'intégrité, et je ne parle pas de cela d'une manière grandiose, avec des majuscules. Je parle de la petite version quotidienne, la version qui se manifeste par le fait de dire la vérité quand la vérité est inconfortable, c'est qu'elle s'accumule. De la même manière que la négligence s'accumule, de la même manière que le silence s'accumule. Chaque fois que j'avais dit d'accord, alors que je pensais tout autre chose, je faisais un petit dépôt sur un compte que je ne savais pas être en train de construire. Au moment où je me suis tenue dans cette salle de bal, le solde était déjà décidé. J'ai juste enfin effectué le retrait. Ma mère apportait un bloc-notes à chaque réunion. Mon père portait sa bonne veste et posait des questions sur le calendrier du traiteur. Ils ont fait 4 heures de route et ils n'ont jamais demandé de reconnaissance. Ce genre d'amour, le genre qui se manifeste par 2 doigts vérifiant que tout est solide, qui termine chaque appel téléphonique du dimanche de la même manière. Ce n'est pas une petite chose. Il m'a fallu trop de temps pour comprendre que le protéger n'était pas facultatif. C'était tout le propos. Je ne suis pas la personne que j'étais dans la suite 422, tenant mon téléphone dans une robe de mariée, respirant quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de mots. Je suis quelqu'un qui sait maintenant qu'au moment où l'on comprend ce que l'on choisit réellement, quelle voix compte dans sa propre vie, quelle présence on est prête à protéger, le choix devient plus facile, pas indolore, mais plus facile. J'ai pris un microphone et j'ai dit la vérité et cela m'a coûté un mariage. Je le referai.